Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle fois un super échange que j'ai eu avec Mireille. Alors Mireille, c'est une personne très active qui a créé une association qui s'appelle Abri Handicap, qui aide les enfants qui sont finalement abandonnés suite à leur handicap en Afrique. Donc elle a créé des abris pour pouvoir les héberger. Elle fait également beaucoup de sensibilisation. Son projet m'a tout de suite intéressé parce qu'en fait, elle est en France. Elle a même mis de côté pour l'instant son activité professionnelle pour se consacrer à son activité associative. Et en fait, elle pilote tout de la France avec une petite équipe très compétente et elle se sert des ressources sur place dans les pays où, donc dans le pays d'Afrique où elle va officier. Je vous souhaite un très bon visionnage. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec Mireille. Je suis vraiment content de pouvoir t'accueillir parce qu'on a peu travaillé ensemble sur différents projets. Et du coup, j'avais à cœur que tu puisses un peu parler d'Abri Handicap, notamment de tout le côté en fait, gestion de projet, comment toi, tu as fait pour mener à bien ce projet. Et notamment, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse échanger sur le fait que toi, tu es basé donc plutôt en métropole et que tu fais bénéficier ton association, donc ton association peut bénéficier sur l'Afrique. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait de comment on pilote finalement une association à distance. Parce que j'ai pas mal de personnes même qui ont des associations qui sont plutôt au niveau national et donc qui essaient de recruter par biais d'Internet et ils ont souvent un peu de mal à le faire. Et je crois qu'avec les nouveaux outils qu'on a, donc les outils digitaux qu'on a à notre disposition, ça peut être intéressant de pouvoir justement essayer de se développer. Donc on voulait un peu échanger sur ça. Est-ce que tu peux un peu nous dire pourquoi toi tu as créé donc cette association Abri Handicap? Alors, abri handicap, c'est littéralement abriter une personne en situation de handicap. Premièrement, nous, l'association ne s'appelait pas Abri Handicap, elle s'appelait Maison Dounia, parce qu'elle avait été créée, cette association-là, que pour un seul handicap, qui est la drépanocytose, la première maladie génétique au monde. Okay. Et donc, l'association a été créée contre le rejet de ces enfants-là. Parce que cette maladie, quand on l'a, on dit que on est un enfant maudit, on a été, voilà, on a un enfant. Quand j'ai échangé avec toi, excuse-moi, quand j'ai échangé avec toi à ce sujet, j'avais trouvé ça, parce qu'en fait, nous, tu vois, en France, on n'a pas eu tout ça. C'est-à-dire c'est reconnu et que toi tu disais en Afrique en fait les personnes qui finalement ont un handicap et même tu disais un handicap qui un sixième doigt qui est pas tellement handicapant en tant que ça, tout de suite il était rejeté parce qu'en fait c'était pas reconnu, c'est ça hein? Non, c'est pas reconnu, que ce soit un albinos, que ce soit un enfant autiste, que ce soit un enfant qui est trisomique ou un enfant sourd-muet. Pardon. Il y a des préjugés. Il y a des préjugés dessus. Donc, tout sauf un enfant. Donc, ça va être des appellations péjoratives. Par exemple, pour parler d'un sourd-muet, on va l'appeler un bobo. Donc, pour parler d'un enfant trisomique, par exemple, au Burkina, on va l'appeler un yalma. Yalma, ça veut dire un enfant idiot. Voilà. Donc, quand on dit c'est un yalma, c'est un enfant trisomique. Donc, c'est terrible. Donc, Abri Handicap a été créé pour la drépanocytose, premièrement. Et quand nous sommes allés sur le terrain, on s'est rendu compte que ce n'était pas que les enfants qui étaient atteints de drépanocytose qui étaient rejetés à cause de leurs conditions. C'était vraiment quand on avait un handicap, on était rejeté. Point barre. On avait une différence, on était rejeté. Et du coup, dans la rue, en fait, on était abandonné seul dans la rue. Abandonné ou, abandonné, ça c'était, ce que je dis, abandonné, c'est les plus chanceux. Il faut savoir que ces enfants-là sont soit enchaînés au fin fond des villages, ou alors ces enfants-là sont victimes d'infanticide. On dit on les raccompagne en fait. Voilà, c'est le mot qui est dit. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on dit on les raccompagne. On les raccompagne, ça veut dire que si on dit que par exemple c'est un enfant qui est un serpent, va le déposer dans l'eau. Il ira retrouver les autres serpents. Ou si on te dit que c'est un esprit maléfique, on te dira va le déposer dans la brousse et il ira retrouver ses pères. Va déposer, même moi, je vais dans la brousse, sans âme ni rien du tout. Je ne sais pas si le lendemain, on me retrouvera. Donc, effectivement, le lendemain, on ne retrouve pas l'enfant. On dit, tu as vu, hein, ses pères sont venus le chercher. Et donc, voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé Abri Handicap. Okay. Et on intervient un peu partout, mais on ne peut pas aller dans tous les pays parce que, justement, tu as parlé de questions d'équipe.
Oui. À chaque fois que nous intervenons dans un pays, c'est qu'il y a une équipe formidable qui s'est montée dans ce pays-là. D'accord. Et ça aide. C'est toi qui l'as montée, cette équipe? Comment ça s'organise un peu? C'est que la cause, elle plaît. D'accord. Donc, il y a une cause, il y a une cause de base. D'accord. La cause, elle plaît. Elle intéresse. Que ce soit en France, j'ai pas eu de difficulté à recruter des bénévoles en France. D'accord. Par exemple, l'année 2021 a été une année très, très, très riche sur nous sur le plan équipe. On a eu une équipe béton et on a pu faire énormément de choses. En un an, on a fait énormément de résultats et on était très fiers. Ouais. Aussi bien que les bénévoles ne sont pas restés. Pourquoi? Parce qu'en général, beaucoup de bénévoles sont là parce qu'ils sont au chômage. D'accord. Ceux qui se donnent vraiment, qui ont du temps à donner, beaucoup de temps à donner à une association, les retraités, en général, souvent, ils sont dans une phase de chômage. Mais on a tellement si bien travaillé que les CV ont été redorés et que forcément, c'est nous qui en avons pâti. Et donc, cette année, c'est super intéressant, ça. Et oui, parce qu'en fait, donc là, déjà, je veux dire, par rapport aux chiffres, le monde associatif, on est vraiment en augmentation du nombre de bénévoles. Et notamment, grâce alors grâce à cause un peu bizarre, mais au Covid, en fait, les gens ont été vraiment solidaires et ont beaucoup aidé. Même en termes de dons, il y a plus 7% de dons pour les associations plutôt côté social. Et du coup, donc ça, c'est vrai que c'est pour ça que beaucoup de personnes avaient du temps, donc ont donné ce temps-là aux associations, et c'est top. Et toi, tu as une nouvelle notion et que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, moi, j'essaie de le dire aussi dans mes formations, quand on est bénévole, on se forge aussi une expérience. Du coup, ça rajoute une super ligne sur notre CV. Et toi, tu dis, grâce à cette nouvelle ligne qui a été ajoutée, tes bénévoles ont pu avoir accès à un emploi de leur choix. Voilà, j'ai plus de chômeurs, j'ai plus cette belle équipe-là, je l'ai plus. Ouais. Parce que forcément, quand on commence un travail, on a besoin de se concentrer sur soi-même. On ne peut pas être bénévole, c'est le don de soi. C'est qu'on a réussi à gérer ces 24 heures et dans les 24 heures, on a du temps à donner à autrui. Mais quand c'est un nouveau travail, il y a une petite, elle peut être longue ou aussi en fonction des personnes, où on a besoin de se recentrer pour maîtriser ce nouvel emploi-là. Ouais. Ce qui fait qu'il n'y a plus de chômage. Tu vois, franchement, alors si on veut être un peu extrémiste dans la démarche, mais moi je dirais que toute personne qui sont à Pôle emploi, par exemple, devrait être accompagnée, on devrait leur proposer de s'investir, je sais pas, à mi-temps, une petite, ou 2 heures par jour, ou bon, ça c'est le cas de réfléchir, j'ai pas encore réfléchi à la question, mais de me dire, on devrait, quand je suis à Pôle emploi, aller dans une association et faire du bénévolat. Par exemple, je sais pas, je cherche du boulot dans la communication, et je devrais pouvoir m'entraîner, aller dans une asso et essayer de mettre en place de la communication pour pouvoir, comme tu dis, avoir une super ligne dans mon CV. En plus, je gagne de l'expérience, j'apprends. Peut-être que, en plus, Pôle emploi peut faire des formations dans ce sens-là, et je reste toujours indemnisé de mon chômage. Donc, ça peut être hyper gagnant pour tout le monde. C'est hyper gagnant, et puis c'est très intéressant. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est très enrichissant de donner de son temps à autrui. Bien sûr. Puis, ça relève en fait le point de caractère de l'organisation. Ça veut dire qu'il y a 24 heures dans la journée. Moi, j'arrive à m'organiser sur ces 24 heures et j'arrive encore à donner du temps à autrui. C'est pour ça que les entreprises aiment vraiment cette ligne vraiment de bénévolat dans le CV, parce que ça caractérise de la rigueur et de l'organisation du temps. Et tout le monde sait que si on n'est pas organisé, on peut rien y faire. Non, mais ça c'est clair, ça je suis d'accord. Et du coup, donc si je comprends bien, donc toi tu promouvois la cause de Abri Handicap, donc qui voilà, rien que le fait quand tu l'as présenté, moi m'a touché en me disant un enfant parce que il a un handicap. Derrière, on va le rejeter, on va l'enchaîner, voire pire, on va l'abandonner, on va le raccompagner comme tu disais. Donc, c'est tout ce qui est infanticide. Du coup, toi, tu te présentes cette cause-là. Et ensuite, après, tu montes tes équipes ou c'est des personnes qui viennent te voir directement? C'est plutôt comment tu fais la démarche? Si on veut faire un peu comme toi, comment on pourrait faire? Quelle est ta méthode? Alors, moi, je ne sais pas si mon modèle va fonctionner avec tout le monde. Tous les modèles sont bons. Moi, je ne vais pas chercher. D'accord. Que ce soit en France ici, c'est les bénévoles qui nous contactent tout le temps pour venir travailler avec nous. Et comment tu as fait pour qu'on te contacte alors? Comment tu as fait on a mis nos annonces sur le site de Bénévolte.
D'accord. Ah oui, tu allé sur les plateformes bénévoles, du coup. Voilà, on a mis Ok, nos super. annonces sur les sites de Bénévolte et Bénévolte diffuse Bénévolte, les ouais. annonces sur Bénévolte avec un plusieurs T à la réseaux fin. sociaux. On le mettra en lien. Bénévolte. Voilà, Je le note. Bénévolte. Et à chaque fois, on a des demandes pour nous rejoindre. Super. D'une. Et dans les différents pays, ben, c'est les gens qui entendent parler de nous en venant nous demander de l'aide. En même temps, ils deviennent bénévoles. Ok. Ou alors, ça va être des missions ponctuelles. Par exemple, en Côte d'Ivoire, lors de la dernière mission, les bénévoles, il faut savoir qu'en Afrique, vous savez, l'Afrique, c'est pauvre. Donc, du bénévolat pur et simple, ça n'existe pas. J'étais étonnée quand je voulais travailler sur un projet et qu'on m'a envoyé le devis du projet et qu'en bénévole, on m'a mis à côté les perdièmes du bénévole. Je dis, ben, bénévole, perdième, ça ne va pas ensemble. Mais c'est pauvre l'Afrique. Le bénévole qui veut venir te donner ton temps sur un événement, il faut pouvoir lui payer le transport, il faut pouvoir lui payer à manger. Donc, Et donc, ça coûte. per diem, c'est les frais de transport, c'est ça, quand tu dis per diem? Il faut donner quelque chose. Faut donner Un quelque chose. bénévole, il vient à ton activité, il faut donner quelque chose. Ouais. Je trouve que c'est une problématique, tu vois, avec Anne, là, donc celle qui travaille avec moi sur un petit masso. On a beaucoup nous de personnes qui nous disent oui, je voudrais créer une association, avoir des demandes de subventions, donc nous on veut bien les aider. Mais en fait, certains et de plus en plus malheureusement, en fait, le font pour eux-mêmes, pas pour la cause, c'est pour se dégager un salaire et ils comprennent pas ce que tu expliques toi, le don de soi, le don du temps et tout. Alors C'est j'entends ça. bien que ben voilà, on cherche aussi des sources de revenus, mais je pense que c'est pas le bon angle d'attaque en tout cas pour avoir une source de revenus ce monde On ne pourra associatif. Parce pas. que c'est plutôt le contraire, un monde associatif en règle générale, on va beaucoup plus donner que recevoir quand même. Et ça ne va pas être crédible. Hein. Si on vient pour se créer un emploi, ça ne va pas être crédible. Moi, à Ouais, l'inverse, je suis juriste à la base, ouais, ton métier, mais d'accord. depuis le 1er avril 2021, j'ai pris une disponibilité pour donner plus de chance à ce projet-là. Donc, Super. forcément, demain, il va falloir créer mon poste. Parce que si Ouais. on n'écrit pas mon poste, ben, je retourne à mon ancien travail. Et est-ce que je suis plus efficace dans ce travail-là où je ne me sens pas vivre par rapport à celui-là où il y a plusieurs bénéficiaires, où on travaille pour des choses et on voit réellement tous les jours le bénéfice du travail qu'on fait. Donc forcément, demain, à un moment donné, il va falloir créer mon emploi. Mais ce n'est pas ce qui m'a animé. Ce qui m'a animé, c'est que j'avais besoin de temps pour que la cause soit entendue. Ouais. Oui, voilà, Voilà. ça, t'es appris dans le bon sens. C'est vraiment. Et après, tu t'imagines comment la structuration. Toi, tu viendras peut-être, tu resteras présidente et tu vas embaucher quelqu'un qui va manager le projet, qui va être directeur de projet, ou c'est plutôt toi qui basculeras directeur de projet et tu auras une Plutôt présidence. dans ce sens-là. Plutôt dans ce D'accord, ok. sens-là. Oui, moi, je préfère. Je suis le cerveau de, Ouais, je mais suis le cerveau. Donc, je préfère dans ce sens-là, quitte à ce qu'il y a un président géré, parce que administrativement, il y a une structure qu'il faut respecter. On ne peut pas être président et en même temps salarié. On peut être président et recevoir une indemnité, mais on ne peut pas être président et salarié. Ben, il y a le ouais, paradoxe par tu peux rapport à. avoir ouais, trois quarts du SMIC, mais bon, ça reste Voilà, très encadré et très c'est une limité. indemnité. Et Ce n'est pas un après, salaire. sinon, faut monter une entreprise, mais c'est pas Voilà, l'objet de toi de ta demande. voilà. Parce que l'idée, c'est que tu travailles avec le monde associatif sur euh, l'idée, c'est ouais, que tu bosses en mode associatif et après, oui, il faudra structurer ton association avec notamment un salarié. Et ça, je trouve ça Oui, très pertinent parce que quand une asso, elle décide d'embaucher quelqu'un, c'est pour des postes qui demandent une expertise et qui sont très chronophages. Donc, comme tu dis, voilà, exactement. directeur de projet, dans le monde du sport, nous on est pas mal dans le monde du sport, tu vois, mais un responsable sportif ou manager sportif, tu vois, c'est des postes qui peuvent pas pour moi être gérés par un bénévole parce que c'est Non, des voilà, non, non. À un faut moment, être tu ne peux pas. c'est ça. À Non, un mais c'est vrai, moment, il faut être c'est des gros réaliste. postes et Ah oui, c'est compliqué. Et c'est pour ça que certains assos où le président se retrouve un petit peu bloqué parce qu'il fait tout, parce qu'ils ont jamais ok. réussi à trop déléguer, structurer les tâches, quoi. Donc, ouais, ok. Ouais. Et C'est pour du ça coup, que toi, ils n'acceptent pas. C'est pour ça qu'il faut quand même il faut au moins 3 ans pour que un dirigeant soit salarié. Hein, faut avoir déjà montré ses preuves. Faut pas montrer que on est venu créer une association pour se créer un emploi. Dans ce cas, c'est vraiment contradictoire avec la gestion désintéressée du monde associatif.
Ouais, je pense que alors c'est un sujet que j'aimerais bien creuser un peu plus, cette différence entre association et entreprise, parce que en fait très souvent tout le monde on se mélange un petit peu quoi. La vraie différence, elle est sur le partage des bénéfices quoi. Quand tu es une entreprise, tu as des bénéfices, tu peux te les verser, tu vois, il y a plein de façons de faire. Quand tu es une association, non. Normalement, ça doit rester de son association. Et là où je te rejoins, au moment, si la ligne budgétaire de ton asso, c'est 80%, c'est pour payer un emploi, c'est que y a aussi un souci dans le développement. D'accord? Je pense que c'est un emploi, c'est à peu près 30 000 euros. Quand on fait des budgets prévisionnels, on part un peu sur ça. 30 000 euros, ben, au minimum, il y a un budget à la global qui est de 60, voire un peu plus, parce que il y a plein de à côté qui fait que ça justifie le monde associatif, quoi. Mais tu vois, ça c'est un sujet que moi je maîtrise pas trop encore et que j'aimerais bien creuser un peu plus et je vais y mettre. C'est un de mes chevals de bataille de 2022. Toute cette différence et pour aussi faire comprendre aux personnes que on peut très bien créer des entreprises de l'économie solidaire et sociale, donc les entreprises qu'on appelle ESS, oui, et qui peuvent aussi aider des causes sociales et ça peut être vraiment génial, mais qui se gèrent comme une entreprise. Et arrêter d'essayer de créer des assos qui finalement piquent plutôt le boulot d'une entreprise ou vice-versa, quoi, en fait. Donc, écoute, moi, Clément, j'ai été coaché par une association qui s'appelle Assopreneur, qui n'était pas une association l'année dernière, et qui aide justement les dirigeants du monde associatif à se professionnaliser et pareil, à vraiment structurer les choses pour ne pas qu'on compte sur le poids du travail et que administrativement les choses soient claires. Est-ce que je suis un dirigeant avec une indemnité? Est-ce que je vais être un délégué général? Est-ce que Eh bien, ces deux filles-là, Chloé et Claire, font un travail formidable. Et l'année dernière, j'ai été coachée par ces deux filles et ça nous a permis déjà en un an de vraiment, sur le plan de développement, de vraiment faire un grand bond. Parce qu'on a besoin d'être soutenu. Toi, tu as déjà une super démarche de t'être formé en tant que bénévole aussi. Et c'est ce qu'on prend avec Optimasso, tu vois. Pour être ingénieur, il faut aller faire un bac+5, tu vois, il y a plein Et quand tu es bénévole, tu as des responsabilités de dingue. Mais franchement, et même tu as des gens que tu dois gérer, il y a du management, de la communication, il y a de la finance, il y a tout un tas de trucs. Et finalement, tu peux être président sans rien. Donc maintenant, de plus en plus, on structure ça pour former ces dirigeants-là et pour les accompagner dans leur quotidien, pour leur faciliter en fait la tâche. Mais ça, ouais, c'est top que toi, tu aies pu bénéficier de ça. Donc, tu peux me redonner le nom? Assopreneur. Assopreneur, oui, comme entrepreneur. Ok, super. Et du coup, dans les différents projets que tu as mis en place, donc notamment de créer un abri pour ces enfants, c'est quoi qui t'a le plus plu? Alors, est-ce qu'on peut dire c'est quoi qui m'a le plus plu? C'est déjà sensibiliser. Nous, Abri Handicap, on sensibilise et en même temps on abrite. Les deux sont concomitants. L'un ne va pas sans l'autre. On abrite, on sensibilise, ou on sensibilise, on abrite. Les deux, le sens, peu importe le sens. D'accord. C'est de voir déjà dans les yeux de ces enfants-là, ils comprennent pas que quelqu'un veuille s'intéresser à eux. Ils se disent, mais c'est pas possible. Parce qu'on leur a tellement dit que c'est des déchets qu'ils croient que ce sont des déchets. Hein. On leur a tellement dit que c'est des sorciers qu'ils croient que ce sont des sorciers. Bien sûr, oui. Donc, travailler pour ces enfants-là, les sortir de la boue, les nettoyer, les habiller et finalement voir dans leurs yeux le même regard qu'un enfant dans nos pays ici occidentaux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je donne une anecdote. On a fait un abri, on allait en mission là en 2021 et on a fait un abri, donc un orphelinat, une magnifique maison. Et à chaque fois, je demandais aux enfants d'aller faire des petites... Enfin, ils allaient voir la maison. À chaque fois, ils sortaient de leur taudis pour aller voir la maison, voir les travaux et tout ça. Et la maison est terminée. Mais moi, j'estimais qu'il fallait encore des choses avant que les enfants viennent habiter. Un de ces 4 matins, les enfants se sont barrés, ils sont allés dormir sur les carreaux nus. Excellent. Pour moi, il fallait un peu plus. Et eux, ils se sont dit, mais ils sont dans un palace,
ils n'ont besoin de rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Mais rien que dormir dans une belle maison. Mais les enfants n'ont pas attendu J'ai voulu hausser du ton pour dire, mais je ne sais pas ce que je vous ai demandé. Puis à un moment, moi-même, j'ai éclaté, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais ça ne va pas. Les enfants, ils dorment à même le sol, en train d'être bouffés par les moustiques. Et toi, ça fait plus de 2 mois, tu leur montres une belle maison et tu ne veux pas qu'ils aillent dormir, soi-disant qu'il n'y a pas de lit ou de matelas ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, ça fait vraiment plaisir, cette aventure-là qu'on vit avec les enfants finalement. Quand ils partagent leur repas, on m'envoie des vidéos, ça fait plaisir. Puis les familles aussi qui sont accompagnées à être formées, parce que Abri Handicap aussi, on apporte de l'information, par exemple sur le plan de l'autisme, aux familles, aux aidants, aux instituteurs et tout ça. Et ça fait plaisir aussi le retour des familles de dire que maintenant, je savais pas que, quand mon enfant il faisait ça, c'était pour communiquer aussi. Donc ça fait plaisir ces résultats-là. En tout cas, là, ton anecdote sur les enfants qui dorment à même le sol, ça fait un peu réfléchir, hein, quand nous, on se plaint de tout et n'importe quoi, alors que finalement, on a besoin de pas grand-chose pour être hyper heureux, quoi. C'est ça. Okay, c'est cool. ça. Et du coup, est-ce que au contraire, tu as eu des difficultés avec cette gestion, le fait que tu ne sois pas forcément sur place tout le temps? Est-ce qu'il y a des choses, des points que tu as identifiés qui étaient très limitants? Ouais. Oui, parce qu'il faut prendre en compte le contexte local. Et ça ne va jamais être pareil. Ça ne va jamais être pareil. Donc, ce n'est pas la même façon de travailler, ce n'est pas les mêmes mentalités. Ce n'est pas les mêmes valeurs, comme tu disais, le bénévolat en France et en Afrique, ce n'est pas pareil. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le partenariat. L'ODD 17, nous, on travaille beaucoup sur l'ODD 17, les partenariats. Si on n'a pas de partenariat local, on ne peut pas travailler. Il est bloqué. D'accord. C'est ce partenariat local-là qui va s'imprégner des valeurs. Nous, c'est vrai, on va essayer de suivre les valeurs, mais quand même, on a nos valeurs de la France. Mais c'est le partenariat local qui va nous intégrer et nous aider à pouvoir y arriver avec nous, les valeurs qu'on a ici. Ça fait un beau mix. Donc, à chaque fois, c'est ce qui nous emmène. Bon, on est face à la barrière, au problème de barrière, de distance, parce qu'on a beau travailler sur un projet, à un moment ou un autre, il faut se rendre sur le terrain. Et avec le Covid, c'était très compliqué de prendre l'avion, c'était très compliqué de pouvoir aller en mission. Voilà, ça a été compliqué, mais bon. J'imagine que discuter en digital dans des pays africains, c'est plus compliqué. Moi, je sais que des fois, j'ai du mal à faire des coachings avec des pays en Afrique parce que la connexion, elle n'est pas très bonne. Ils n'ont pas le même développement que nous pour l'instant en termes Non, c'est difficile. Tu communiques comment avec eux, du coup? C'est par WhatsApp, c'est quoi? Non, par Zoom. C'est le meilleur, par Zoom. Du coup, tu quand même Internet Zoom, d'accord. Oui, quand c'est des séances de travail très compliquées, sérieux, tout est sérieux, mais quand je veux vraiment ne pas rater des bouts de phrases liées à la connexion, on va sur Zoom. En général, nos plateformes de travail sont sur WhatsApp. Tous nos groupes de travail sont sur WhatsApp. Et par exemple, pour les formations à la Maison de l'Inclusion, l'orphelinat qui vient d'être ouvert, là, on va mettre une haute connexion, la fibre optique là-bas, pour qu'on puisse former de plus en plus de personnes. Donc là, on a un projet de formation pour 2022. On est obligé d'installer la fibre optique pour que les familles puissent être formées et les professionnels aussi. Super. Mais écoute, super projet. Mais merci beaucoup pour ce petit partage. C'est vraiment top. Je suis bluffé de tout ce que tu as pu toi mettre en place et les projets qui vont arriver. Donc, en tout cas, nous, on est ravis de continuer à t'accompagner dans ce sens-là avec Optimasso, notamment sur les appels à projets. Est-ce que c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as une ressource, un blog, une chaîne YouTube, donc tu as parlé d'Assopreneur aussi, qui peut aider le monde associatif dans son développement? Alors, déjà, j'ai parlé d'Assopreneur. Ça, c'est un très large programme. C'est un très large programme qui soutient vraiment tous les dirigeants associatifs. Et j'encourage aussi les dirigeants d'associations de pouvoir candidater au programme d'incubateur. Nous, on est incubé au sein du Philanthrola.
Et là-bas, nous sommes accompagnés avec tout ce qu'il nous faut pour un développement et un accroissement de notre projet associatif. Donc, on a tous les professionnels qu'il faut, que ce soit les professionnels de la finance, de la recherche de fonds, sur le plan administratif, des avocats, des experts, tous les experts. Et les programmes d'incubateurs, il y en a. Il y en a. Ouais. Il y en a. Nous, on commence aussi à mettre ça en place avec Optimasso, parce qu'avant, tu vois, Optimasso, c'était développer ses partenariats privés. Après, on a eu des demandes, tu vois, et là, on a tout l'aspect avec Anne, notamment dossier de subvention, comptabilité, communication, tu vois, et on commence à avoir vraiment tout un modèle, un suivi pour, alors pas avec ce même type d'expertise d'incubateur, nous on va aller plutôt sur des formations ponctuelles, que l'incubateur, lui, il balaye quasiment tout. Nous, on va vraiment arriver sur du plus précis en termes de contenu. Mais on commence aussi à créer ce petit chemin-là où, en fait, le dirigeant va pouvoir piocher un peu ce qu'il recherche pour l'aider dans son quotidien. Parce que, en fait, peut-être que y en a un, il connaît la finance et du coup, il n'a pas forcément besoin du cours sur la trésorerie. Mais par contre, il veut un cours sur comment augmenter sa notoriété sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vois. Voilà. Donc, l'idée, c'est un peu ça. Ok. Mais écoute, de toute façon, je mettrai Assopreneur et du coup l'incubateur en lien. N'hésite pas, toi, à me partager aussi ces ressources qu'on mettra dans la description. D'accord. Je te remercie en tout cas, Mireille, pour ton plaisir. temps. C'était vraiment hyper enrichissant et je suis vraiment content de pouvoir vous aider dans ce projet-là. C'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, donc c'est top. Oui, merci aussi à toi, Clément, et à Anne pour l'accompagnement. C'est normal, avec le plaisir. temps là que tu nous donnes pour nous permettre de encore présenter le travail que nous faisons. Par contre, je dis pas qu'on n'a pas besoin de bénévoles. Hein. On a toujours besoin de bénévoles. Alors, tous ceux qui veulent nous rejoindre, ils peuvent venir nous rejoindre parce qu'il y a toujours du travail. Et ce que je dis en plus, c'est que l'avantage que nous on a, c'est que nous sommes assis là et on voyage à 6000 km. Et donc, voilà, rejoignez-nous. On a besoin de vous pour encore aller sauver énormément de vies. Super. En tout cas, c'est une super cause et je pense qu'il y a plein de monde qui se reconnaîtront dans les valeurs que tu essaies de mettre en avant. Merci. À très bientôt, Mireille. Merci encore. À bientôt.